Je m'appelle Scandale et je suis artiste. Quand on me voit, on voit une personne lambda qui, comme tout le monde, vit sa vie de personne normale, avec peut-être parfois quelques comportements vus comme étranges ou pénibles. Pourtant, depuis la fin de mon adolescence, un mal-être profond me ronge. Je ne le comprenais pas. Mes proches me définissaient souvent comme une personne torturée, une écorchée vive. Moi, je pensais simplement être une personne difficile, profondément mauvaise, colérique, voguant entre addiction, anorexie, comportement auto-agressif. J'ai fait beaucoup de mal autour de moi, à des personnes qui ne le méritaient jamais. Puis lorsque je m'en suis rendu compte, bien tardivement, j'ai commencé à retourner cette colère intérieure contre moi-même. Cela valait mieux, à mes yeux, de me détruire plutôt que de détruire les autres. Il m'aura fallu passer des séjours en hôpital psychiatrique pour comprendre que finalement, j'étais entre autres atteinte d'un trouble de la personnalité borderline, un trouble psychiatrique méconnu du grand public, et à l'époque, méconnu de moi-même, faute de ressources accessibles. Au vu de cette absence de ressources destinées au grand public, j'ai voulu moi-même mener l'enquête. D'abord pour moi, afin de comprendre mieux les raisons pour lesquelles j'en suis arrivé là, mais également pour les autres personnes concernées par ce trouble, pour leurs proches aussi, qui ne comprennent pas ces comportements si difficiles à vivre et qui aboutissent trop souvent, hélas, à des tragédies. Pour cela, j'ai souhaité rencontrer non seulement des personnes concernées par ce trouble, mais également leurs proches et des professionnels de santé mentale. Alors qu'est-ce que le trouble de la personnalité borderline? Comment les proches des personnes qui en souffrent peuvent parfois jouer un rôle décisif? Et si le trouble borderline n'était pas qu'un fardeau, mais pouvait se transformer en une merveilleuse opportunité pour développer une compassion pleine de sens? Entre douleur et thérapie, entre malheur et empathie, je vous propose de plonger ici au cœur d'une réalité souvent caricaturée et pourtant bien réelle. Pour commencer, un focus sur le trouble en lui-même s'impose. De quoi parle-t-on vraiment lorsqu'on parle du trouble de la personnalité borderline? Comment le vivent les personnes concernées et leurs proches? Comment la psychiatrie définit-elle ce trouble, souvent appelé le trouble des écorchés vifs? De manière générale, ça vrille dans le crâne en premier lieu. C'est quelque chose qui trigger ou quelque chose que je vois ou ça part du borderline, mais des fois un comportement qui diffère et je me dis c'est bizarre et du coup ça me pose plein de questions et du coup je commence à me monter la tête littéralement et la crise arrive surtout dans la tête à cause de pensées trop envahissantes généralement. C'est comment au quotidien d'être en couple avec quelqu'un de borderline? Alors, moi personnellement, je trouve pas ça, je trouve pas ça forcément compliqué. Mais après, j'ai un lien particulier avec cette personne dans le sens où on se dit tout, on se dit vraiment tout. Du coup, ça m'aide aussi à mieux savoir comment l'aider. Et puis, ben, quand il est en crise ou qu'il a des pensées intrusives un peu trop violentes, il arrive à me le dire tout de suite. Et du coup, la difficulté, je trouve qu'elle est surtout au final pour lui, parce que c'est lui qui vit avec ça au quotidien. Donc, des fois, je sais que ça peut aussi impacter un peu l'entourage, surtout quand ça concerne des personnes de l'entourage, mais au final, c'est pour lui que c'est le plus difficile, c'est pas pour nous, je pense. La difficulté, ça va plutôt être des fois un petit peu la frustration de ne pas savoir quoi faire, ou de voir son partenaire dans cette, avec ce trouble au quotidien, en fait, c'est plutôt ça la difficulté. Si on doit donner une définition, en tout cas une description complète, c'est le trouble de la personnalité borderline est défini par différents domaines d'instabilité et cette instabilité persiste tout au cours du temps. L'instabilité des émotions qui se
déclenchent très vite, qui montent haut, qui peuvent durer très longtemps, qui sont difficiles à contrôler, avec un sentiment de variation de l'humeur très dépendante de l'environnement, une instabilité de l'identité, de qui je suis, comment je me ressens comme personne dans mes perspectives, une instabilité des relations, donc des relations qui peuvent être perçues comme très, très variables dans le temps, ou avec parfois un sentiment de connexion intense, parfois un sentiment de déconnexion particulièrement marqué. Et parfois aussi une difficulté à garder la conscience de la persistance de la relation alors que la personne n'est plus là, ce qui peut générer parfois des comportements problématiques, comme avoir besoin de garder une personne auprès de soi pour ne pas se sentir mal. Comment est-ce que tu perçois de ton point de vue la façon dont se manifeste le trouble de la personnalité borderline chez ta compagne? Le plus marquant, ça va être les crises psychotiques, avec crise de larmes, volonté de se faire du mal physiquement, perte de contact avec la réalité, de pensées qui tournent en boucle, etc. Des fois, ce que je vois surtout, c'est c'est des insécurités, des peurs d'abandon beaucoup, des peurs d'être moins important que d'autres personnes. Et, euh, et du coup, ça va être plein de pensées, des pensées intrusives qu'il va avoir et qui va prendre le dessus qui va l'empêcher d'être objectif sur certaines situations et du coup d'avoir une vision de certaines situations qui n'est pas forcément la bonne. La difficulté dans la gestion des émotions, avec des émotions qui vont être d'un coup très intenses, la difficulté avec la gestion relationnelle, avec un coup les personnes sont super, magnifiques, géniales, et d'un coup c'est les pires personnes du monde, etc. Donc très Variable. ouais. Des comportements agressifs envers soi-même, avec de l'automutilation, des comportements à risque, avec des tendances addictives, avec comment dire ça, des mises en danger où le facteur danger est très amoindri en fait. D'accord. Ensuite, le comportement peut être aussi instable, c'est-à-dire que on peut avoir une impulsivité, une tendance à avoir des réactions très, très rapides, non préparées, notamment dans le contexte d'émotions intenses. J'imagine. Quand je fais face à des émotions chez moi, c'est soit très très fort, soit je ne ressens rien. Mais généralement, c'est plutôt très très fort et donc ça va se caractériser aussi par une peur de l'abandon, par des pensées obsessionnelles, par des projections, toutes sortes de choses qui touchent aux émotions en fait. Et c'est des peurs irrationnelles au final, mais qui me prennent tellement. En fait, moi j'appelle ça du coup des crises borderline. Et en fait, souvent, ça se déclenche quand il y a eu un trop-plein d'émotions dans ma vie. Et donc, du coup, c'est là où je vais partir en vrille. Je trouve que du coup, ça va beaucoup le polluer pendant quelques jours où il va être bien énervé généralement. Et après ça, va y avoir une grosse phase où il va beaucoup culpabiliser, se détester d'avoir pensé ça, penser qu'il est toxique. Et du coup, toujours rester dans cette boucle de penser qu'il n'a pas le droit d'en parler, pas le droit de le dire, Mauvaise estime. ouais, de mauvaise estime de lui, et puis avoir toujours l'impression d'être de trop ou d'être trop fatigant, voilà. Ça va être des crises de larmes, une douleur tellement intense en fait que j'ai envie d'avoir mal autre part pour ne plus ressentir la douleur émotionnelle tellement elle est forte.
Et ça peut être handicapant, hein, ça peut durer une journée entière et c'est vraiment horrible, quoi. Ce qui peut conduire à un comportement aussi qui peut être pas forcément voulu et qui est répété, comme des comportements problématiques comme les comportements d'automutilation ou de se faire du mal ou faire du mal aux autres. Et ensuite, on peut décrire une instabilité de la façon dont on voit les choses, on voit le monde avec parfois des modes de pensée qui peuvent changer, des idées qui peuvent devenir parfois persécutives dans des moments de stress ou bien de la dissociation. Et ça peut varier dans le temps. Donc c'est tous ces domaines d'instabilité, avec certaines personnes qui ont plutôt certains domaines au premier plan, d'autres domaines au premier plan, et une complexité qui est parfois aussi accrue par le fait que les causes, l'histoire du trouble peut être déterminée par exemple, des troubles associés comme un trouble de stress post-traumatique ou un trouble neurodéveloppemental. Voilà, donc on a parfois un tableau très compliqué qu'on essaye de rentrer dans un espèce de grand schéma qui ne veut pas réduire les personnes, mais qui permet de donner quand même des pistes de compréhension. À Strasbourg, quelque chose se prépare. On parle ici de la vague orange. La toute première marche de la visibilité borderline ayant lieu en France. Une initiative portée par des professionnels de santé et des personnes concernées. Une initiative qui vient directement du Canada. Alors, l'idée vient à la base du Canada, par une marche qui a lieu tous les ans, la Sash Walk, qui a été portée par l'association Sajulir. C'est une association pour les proches de personnes concernées, et par notamment Lynn Couret, qui est sa fondatrice, elle-même mère d'une personne concernée. Et donc on a voulu le mettre en France, parce qu'on voit que malheureusement en France, et encore trop souvent, ce trouble il est invisibilisé. On commence à parler de plus en plus d'autres troubles, pas assez à mon goût, mais voilà, la bipolarité, le trouble de la schizophrénie, mais trouble de personnalité borderline, on en parle encore très peu, et donc c'est pour rendre visible l'invisible. Et je suis avec Lynn Couret qui est à l'initiative de la Vague Orange, une marche borderline qui a été créée, je crois, au Canada. Bonjour Lynn Couret. Bonjour, ça fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous présenter la raison d'être de la marche borderline? Bien sûr. À vrai dire, la marche borderline a commencé par une tragédie. Malheureusement, j'ai perdu ma fille en 2011 parce que les services pour elle et le soutien pour nous étaient non existants. Donc, c'est la raison pour laquelle on a parti l'organisation Sash Bear et la marche borderline, la marche de la vague orange, pour pouvoir sensibiliser la population et non seulement ça, promouvoir et créer plus de services pour les êtres chers, les personnes concernées et leurs familles. Et c'est la raison pour laquelle on a fait notre première marche en 2013. Et aujourd'hui, nous sommes tellement fiers de dire que nous avons une marche d'un océan à l'autre au Canada. Et aujourd'hui, on a même sauté l'océan pour être ici à Strasbourg pour la première vague orange. Et je suis avec Alia qui vient participer à la vague orange. Bonjour Alia. Hello. Alors pourquoi tu es venue aujourd'hui? Parce que je suis concernée, voilà, je suis atteinte du trouble borderline et ça me semblait important pour une fois qu'il y a un événement de prévention pour voilà, déconstruire des clichés, se renseigner. Je trouvais que c'était important de venir, de voir un petit peu comment ça se passait. Puis il fait beau. Il fait beau, on a de la chance. Hein. Ça fait du bien. Alors tout à l'heure, tu me disais que tu trouvais que le trouble borderline était très romantisé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu entends par là? Sur les réseaux sociaux, on voit souvent la même chose. On ne s'attarde pas énormément sur tout ce qui va être la dépression, les symptômes dépressifs, tout ce qui va être la mise en danger, les conduites à risque, les pensées suicidaires et tout ce qui s'ensuit. Mais on va plutôt voir juste les comportements où on va penser que la personne est juste fun, qu'elle sait s'amuser, que c'est marrant, on va faire des sorties, ça va être rigolo. Et je pense que c'est important de déconstruire ça
Et d'autre part, il y a aussi beaucoup ce truc dans les relations amoureuses et les favoris de personnes où on se dit ouais, c'est vachement cool, j'aimerais bien que quelqu'un m'aime comme ça, être l'obsession de quelqu'un. Sauf qu'en fait, c'est très toxique et donc vous voulez pas vivre ça. C'est très toxique et très douloureux pour la personne qui l'éprouve. Vraiment. Le trouble borderline a, comme le rappelle Sébastien Weibel, un effet notable sur la gestion des relations humaines. Très souvent, l'attachement à l'autre est plus qu'intense, comme si on attendait d'elle ou de lui que cette personne nous sauve. On appelle ça une favorite person, une personne dont on s'imagine qu'elle aurait tout pouvoir pour nous apaiser. Une ou plusieurs personnes à qui on ne pardonne aucun faux pas et sur qui nos insécurités sont particulièrement projetées du fait d'un attachement excessif et biaisé. Ce qui est entre guillemets bien quand on est une borderline, c'est que quand on aime quelqu'un, on l'aime très fort. Des fois un peu trop, des fois on a aussi des FP, ça c'est plus compliqué aussi à gérer. C'est quoi les FP? C'est favori de personne. Des personnes qu'on va mettre à un piédestal et que si la personne fait un mauvais faux pas ou quelque chose qui n'est pas habituel, d'un coup on trouve on pense que c'est la pire personne au monde et on déteste la personne alors qu'en vérité non, genre la personne en face de toi, elle peut pas être parfaite non plus, enfin il y a trop de trucs. Mais Du coup, beaucoup d'amour à donner pour un borderline. beaucoup d'amour à donner et arrête de dire que c'est un caprice ou juste qu'on est trop jaloux, c'est peut-être de la jalousie dans certains cas, mais si on gratte un tout petit peu en dessous, on se rend compte qu'il y a plein d'autres petites choses, que c'est pas vraiment de la jalousie, c'est surtout de la peur d'abandon, se détester soi-même, l'autodestruction, c'est un tas de beaucoup de choses au final qui rentrent en compte et ça, les médecins ils ont aussi tendance des fois à faire des troubles un peu fourre-tout dans le borderline et il y a sûrement du borderline, mais il y a peut-être autre chose, il faut un peu plus creuser, pas s'arrêter à juste ça et regarder plus précisément, plus profondément d'où c'est que ça vient et mieux prendre en charge la personne qui se trouve, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui favorise l'apparition de ce trouble chez les personnes concernées? Qu'y a-t-il vraiment à l'origine du développement d'un trouble de la personnalité borderline? Alors le trouble survient dans un contexte où il y a une situation de tempérament particulier, une vulnérabilité qui est souvent déterminée par des facteurs génétiques, c'est-à-dire une sensibilité émotionnelle particulière, une réactivité émotionnelle et parfois aussi une sensibilité dans la relation, qui rencontre un environnement qui ne matche pas, qui ne correspond pas, qui n'arrive pas à s'ajuster. Parfois c'est un environnement qui est malveillant, qui peut être maltraitant. Parfois c'est un environnement qui n'est juste pas ajusté à des besoins particuliers. Et cette interaction qui survient au cours du développement et parfois avec des fenêtres de vulnérabilité particulières, qu'on connaît un peu mais pas très précisément, ça va faire qu'il y aura des cercles vicieux qui vont se mettre en œuvre au cours du temps. Autrement dit, une personne qui aura une vulnérabilité émotionnelle particulière va être dans un environnement où il n'y aura pas la réponse suffisante. Parfois, l'environnement aurait pu répondre à un enfant qui n'aurait pas eu cette vulnérabilité de façon tout à fait adéquate. Et dans cette situation-là, ça ne le fait pas. Donc l'enfant et l'adolescent va avoir du mal à exprimer précisément son ressenti. Et l'environnement, comme il ne le comprend pas, comme l'expression est imprécise, va avoir tendance à banaliser les ressentis émotionnels, avoir tendance à le punir parfois, à le réprimer, parfois à le sursimplifier. Et du coup, comme il y a une invalidation, il va falloir exprimer encore plus fort les émotions, exprimer de façon parfois plus imprécise, parfois de façon par certains comportements, par d'autres émotions plus forts. Et du coup, il y aura encore plus de chances d'être invalidé, et plus il y a une invalidation forte, plus d'expressions imprécises ou de comportements problématiques qui vont générer des invalidations. Et vous voyez un cercle vicieux qui se met en place peu à peu. Et à un moment, certains patterns restent ancrés, des habitudes, des conditionnements qui peuvent se faire. Et à l'adolescence, au moment où les systèmes qui régulent les émotions, l'identité personnelle, les modes relationnels, à l'adolescence, ça se stabilise normalement, et là, ça va rester dans un mode très, très instable. Et on peut dire que le trouble de la personnalité borderline va commencer au cours de l'adolescence, au moment aussi de modifications neurobiologiques très particulières dans le cerveau. Et ça va rester dans le temps, jusqu'à ce qu'on puisse, grâce à l'expérience de vie favorable, changer de contexte, des apprentissages peut-être un peu retardés, ça va se rentrer dans l'ordre, ou parfois il faut une thérapie, il faut vraiment traiter, et c'est ça qui sera indispensable pour pouvoir progresser et aller vers une stabilisation, une rémission du trouble.
Dans les cas les plus marqués, le trouble borderline peut aller jusqu'à déclencher des crises psychotiques transitoires. Un moment où le contrôle de soi devient impossible. Idées irrationnelles, persécutives, auto-agressives et parfois hallucinatoires sont alors aux manettes. Tu parles de crise psychotique. Comment est-ce qu'elle se manifeste et qu'est-ce que toi tu fais pour accompagner ta compagne dans ces moments-là? Chez ma compagne, ça va surtout commencer par une intensité émotionnelle très intense. Enfin, en tout cas de l'extérieur, ça va être des crises de larmes, essayer de se faire du mal, boucler sur des éléments. Enfin, par exemple, pour ma compagne, ça va être énormément de dévalorisation de soi et de culpabilité. Et du coup, quand il y a une crise, ça va être de l'empêcher de se faire du mal. Donc, par exemple, en lui tenant les mains, ça va être de juste être présente, d'essayer de la rassurer en essayant de lui rappeler que ça va passer, que c'est une crise, que ça va pas rester dans cet état pour toujours, que je suis là, que je l'aime, enfin voilà, plus en soutien quoi. Dans certains cas, apparaissent des épisodes psychotiques transitoires. Qu'est-ce que ça a de différent avec la psychose d'une personne, par exemple, schizophrène ou d'un trouble psychotique qui intervient sur la durée? C'est quoi un trouble psychotique transitoire? Ouais. Alors, quand on parle de trouble psychotique, peut-être qu'il faut définir ce que ça veut dire, parce qu'il y a parfois des malentendus, parce que le terme est utilisé dans des référentiels différents. L'acception consensuelle de psychose, c'est un moment où on a une rupture du contact avec la réalité, par le fait qu'on ait des croyances qu'on ne peut pas raisonner par rapport aux faits, ou le fait d'avoir des hallucinations, des perceptions anormales. Ça peut être lié à différentes choses. Ça peut être lié à la prise de produits toxiques, par exemple, des produits psychodysleptiques, par exemple. Ça peut être lié à des situations d'une pathologie qui augmente le risque d'avoir ce type de phénomène, comme les troubles schizophréniques, où en fait il y a une pathologie sous-jacente et parfois émerge ce type de symptômes, et parfois de façon persistante, mais aussi dans des situations de stress particulièrement intenses, et ça peut survenir notamment dans le trouble de la personnalité borderline. Donc il y a une expression commune de rupture avec la réalité, mais en réalité, si on regarde bien, l'expression fine des symptômes n'est pas la même. Dans les troubles psychotiques de type schizophrénique, les phénomènes vont être souvent plus durables, récurrents, et quand il y a une émergence, ça dure plus longtemps en fait. Et la sémiologie est parfois un peu différente. Dans le trouble de la personnalité borderline, quand il y a une expression de symptômes psychotiques, ça dure parfois juste quelques heures, quelques jours, souvent en lien avec des éléments traumatiques, de troubles de stress post-traumatique. On a d'autant plus de phénomènes psychotiques qu'on a été victime d'abus, de violences sévères répétées. C'est souvent un facteur de risque que l'on observe. Et c'est très lié au stress au sens large, c'est-à-dire mise en tension des mécanismes de résilience des personnes. Hein, et donc, ça, c'est vraiment caractéristique dans le trouble de la personnalité borderline. Ça répond probablement un petit peu aux antipsychotiques aussi, mais l'objectif du traitement ne sera pas le même. On ne va pas laisser un traitement forcément sur le long cours pour traiter les symptômes, alors que dans les troubles psychotiques, dans le registre de la schizophrénie, on va laisser le traitement antipsychotique en prévention pour éviter la rechute. Ce sera deux perspectives différentes. J'ai ce que j'appelle deux crises. J'ai la crise interne et j'ai une crise externe. La crise interne, c'est ce que je fais principalement tout le temps. C'est-à-dire que je cogite énormément dans ma tête et je me mets en colère. Et après, je me mets en colère principalement contre moi. Puis après, j'ai culpabilise, j'ai honte. Et l'autodestruction. Et ça tourne en boucle. Et sinon, c'est quand je suis seul. Mais le interne, c'est souvent où il y a un truc que je n'arrive plus. J'ai déjà trop. Et je me mets à taper dans les murs au point à ce que je peux me faire je peux saigner des mains ou je suis assez rouge au niveau des mains. Ça, c'est ce que j'appelle pour moi
j'ai deux crises, une sorte de crise. J'ai une crise interne où c'est intériorisé, où je fais en sorte de rien laisser transparaître parce que j'ai envie de profiter du moment et tout. Et il y a les crises externes où c'est plus compliqué à gérer. Je suis plus en danger pour moi que pour les autres parce que les autres, j'ai conscience que ils sont pour rien dans cette affaire-là. C'est moi qui ai un problème au casque. Mais ouais, c'est souvent ça. Le trouble borderline n'a rien d'anodin. La thématique du suicide, qu'intègre totalement le projet de la vague orange, n'est pas à prendre à la légère chez les personnes concernées. Bien au contraire, les chiffres sont inquiétants. Voilà pourquoi la marche de la vague orange s'engage particulièrement dans la prévention du suicide. Il y a un fort lien, malheureusement. Il faut savoir qu'il y a 70% des personnes concernées par un trouble de la personnalité borderline qui ont déjà tenté de mettre fin à leur jour et 10% de ces tentatives-là ont abouti. C'est pas rien. Pourquoi il y a tellement en fait, de liens c'est notamment Marsha Linehan, qui est une psychologue qui a créé la thérapie qu'on utilise aujourd'hui dans le service et qui dit que c'est comme si les personnes étaient brûlées au 3e degré et n'ont pas de protection de peau émotionnelle. Donc globalement, on va tout sentir et des fois la douleur elle est trop forte et il faut juste arrêter cette douleur-là. Donc le passage à l'acte derrière. Bien sûr, on sait que lorsqu'on a les traits pour le borderline, un des traits, c'est le sentiment, la peur de l'abandon. Et on peut penser que souvent, si on se sent isolé, les pensées suicidaires, les idées noires, qu'on dit le noir et blanc, le fait d'être isolé, de se sentir incompris, peut vraiment augmenter les intensités de l'émotion et peut, à l'occasion, contribuer à vouloir arrêter cette douleur insupportable par le suicide. Et on sait très bien que ce n'est pas la solution. Et la raison pour laquelle on doit sensibiliser, c'est de montrer à nos êtres chers qui ont les traits du borderline qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes ici avec eux. Et avec eux, nous allons apprendre à mieux se comprendre, à mieux se soutenir, afin de créer de l'espoir. De créer un espoir comme quoi que la vie vaut la peine d'être vécue. Et avec les traits du borderline, on peut tellement donner lorsqu'on peut gérer ses émotions de façon efficace et de contribuer à la société d'une façon incroyable. Donc, c'est l'importance non seulement de marcher pour la marche, mais de contribuer à transformer afin que nous soyons tous ensemble, unis pour avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors je suis avec Anne-Sophie qui est là pour Souffrance Prévention du Suicide. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me présenter votre stand? Alors nous on est le 3114, donc le numéro national de prévention du suicide qui a ouvert en octobre 2021. On est là pour répondre aux personnes qui sont en souffrance, qui ont des idées suicidaires, mais aussi pour les proches, les tiers qui s'inquiètent pour des personnes qui ont des idées suicidaires et aussi des professionnels qui peuvent nous appeler et qui sont inquiets pour une personne. D'accord. Est-ce que vous trouvez que le trouble de la personnalité borderline fait l'objet de beaucoup d'appels chez vous? Alors beaucoup, c'est difficile à quantifier, mais quand même, on le sait de toute façon de manière générale, le trouble psychiatrique est un facteur de risque pour effectivement au niveau de la prévention du suicide. Donc il y a quand même une population largement qui nous appelle effectivement et qui ont un trouble de la personnalité borderline. D'accord. Et comment au 3114 est-ce que vous répondez à ces demandes et à ces difficultés? Alors déjà, on va faire, notre but c'est de faire une évaluation de la crise suicidaire. Parce qu'on n'est pas tous au même niveau, au niveau de la crise. Est-ce qu'on est dans l'urgence ou est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose où les idées viennent de commencer? Est-ce que ça fait quelques jours ou quelques semaines? Enfin, voilà, on prend en note tout ça et aussi le qu'est-ce qui amène la personne à être en souffrance? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Et c'est une accumulation de plusieurs choses. On prend le temps d'écouter aussi parce que c'est vraiment ça qui est le plus important dans la prévention du suicide, c'est que les personnes sont isolées, se sentent seules et ils ont besoin d'être entendus. Donc voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie. De rien.
Bonjour Lina. Alors vous êtes du groupe Vigilance Alsace. Est-ce que vous pouvez nous le présenter s'il vous plaît? Oui, alors c'est un dispositif de prévention de la réitération suicidaire. Ça va être pour les personnes qui ont fait un passage à l'acte. Les professionnels de santé nous les adressent. Et ensuite, nous les recontactons et on fait ce qui s'appelle une veille active, c'est-à-dire qu'on va contacter la personne plusieurs fois sur 6 mois pour un petit peu évaluer comment ça va, si elle est suivie et va donner suite. Si ça va pas bien, on peut la recontacter, on peut essayer de l'orienter vers des professionnels quand il n'y a pas encore de suivi en place. En fait, on travaille étroitement avec tous les professionnels de santé, c'est un peu pour créer un maillon autour des patients. Donc voilà. Une des difficultés consiste alors à être pris correctement en charge du point de vue médical. Une difficulté notable, qu'on appelle l'errance médicale, peut alors se manifester. L'errance médicale, c'est cette difficulté à trouver un suivi adapté, ce qui ajoute à l'invisibilisation des borderline. Nous devenons invisibles aux yeux des autres et de la médecine, comme si nous n'existions pas. Mais au travers de ces difficultés, les choses semblent avancer peu à peu dans le bon sens. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu par le milieu médical ou les institutions en termes de santé mentale pour la reconnaissance du trouble borderline? C'est une bonne question. Si je regarde là où nous étions en 2011 et maintenant là où nous sommes en 2025, il y a un très grand progrès. Et il y a encore beaucoup à faire afin qu'on puisse travailler de façon collaborative, main dans la main, pour pouvoir aider encore plus de personnes concernées et leurs familles. Et je crois que oui, c'est possible qu'on soit liés afin de transformer cette communauté. C'est quoi les conséquences selon vous de l'invisibilisation des personnes ayant un trouble borderline? Alors, de l'invisibilisation, c'est tout simplement les chiffres. Il y a des études qui sont parues où il y a 36% des soignantes et des soignants qui disent ne pas vouloir, préférer s'occuper d'autres troubles que des personnes avec un trouble de la personnalité borderline. Il y a beaucoup de stigmatisation, un accès aux soins qui est retardé et souvent des mauvais traitements, notamment les psychothérapies, qui ne sont pas forcément adaptés et aussi beaucoup de rejet d'incompréhension de la part des proches. Et on sait que les proches, c'est souvent les premiers piliers dans la vie d'une personne. Ewin, tout à l'heure, tu nous parlais de l'aspect médical, du traitement de ton partenaire. Est-ce qu'il y a une forme de difficulté pour lui à avoir accès aux soins? Oui, déjà, trouver un psychiatre, c'est compliqué. Ensuite, trouver un psychiatre qui va comprendre la personne, qui va l'écouter, c'est compliqué aussi. Et dans le cas de mon partenaire qui a pas mal de traumatisme vis-à-vis des médecins et qui a du coup beaucoup de mal à être à l'aise avec tout le côté médical, ça apporte une autre complication aussi. Alors, j'ai été en errance médicale jusqu'à mes 24 ans, date à laquelle j'ai fait ma première hospitalisation en psychiatrie suite à une énième crise, sauf que cette fois-ci, c'était celle de trop, où j'ai pas pu échapper à une hospitalisation, puisque je tiens à préciser, je suis obligée de le préciser pour que ce soit clair, mais récemment, j'ai été diagnostiquée, en fait, j'ai un double diagnostic, je suis borderline, mais aussi bipolaire. Et donc, en fait, pendant mes up et down bipolaires, j'avais aussi des crises. Ça se couplait avec mes crises borderline. Et donc, suite à un down bipolaire, où il y a eu aussi une grosse crise borderline, je me suis faite hospitaliser. Et donc, en premier, on m'a diagnostiqué un trouble borderline. Et pas à l'hôpital directement, mais chez le psychiatre que je suis allée voir, qui est vraiment incroyable, qu'on m'a fortement conseillé à l'hôpital et qui a accepté de me prendre. Et je peux dire que c'est vraiment lui qui m'a, j'ai pas peur de le dire en fait, qui m'a sauvé la vie. Et donc c'est dur, c'est très dur de se faire diagnostiquer en France en fait, et surtout du trouble borderline, puisque souvent c'est confondu avec le trouble bipolaire si on l'a pas aussi, ou voilà, ou alors on est considéré comme une personne chiante, hystérique, voilà, et qui fait du cinéma, donc c'est très dur. Pendant longtemps, la psychiatrie semble avoir
mis le trouble de la personnalité borderline un peu en marge de la formation. Est-ce qu'il y a une évolution de la formation des médecins, des soignants et des personnes qui interviennent en milieu médical autour de ce trouble? Oui, il y a clairement une évolution. Il y a une évolution qui est liée à plusieurs choses. Probablement, il y a alors peut-être il y a d'autres facteurs qui jouent, mais il y a une augmentation de la souffrance, des problèmes de santé mentale chez les adolescents, chez les jeunes, qui s'expriment souvent sous cette forme-là. Certainement lié à différents facteurs, qu'on connaît en partie, hein, probablement des changements sociétaux, l'impact du besoin de reconnaissance lié aussi aux réseaux sociaux, à l'exposition permanente, à peut-être augmentation du risque de harcèlement, notamment via en ligne. Donc il y a plus de problèmes de santé mentale, et chez les jeunes, en fait, effectivement, on a souvent ce type de problématique, et donc du coup, de fait, il y a un plus d'intérêt parce qu'il y a plus de personnes concernées par ce genre de problème. Ensuite, il y a le fait qu'il y a des thérapies qui maintenant ont quand même montré leur efficacité. Souvent, et pendant longtemps, les psychiatres, même les psychologues, se sentaient démunis face à ces problématiques. Et donc, quand on ne sait pas trop quoi faire, on a tendance à ne pas voir, repousser, voilà, ne pas se sentir super intéressé, comme ça pouvait jouer. Parce qu'effectivement, un des outils de la psychiatrie reste quand même les traitements pharmacologiques, et pour le coup, là, il n'y a pas vraiment d'efficacité en soi des traitements pharmacologiques. Donc, c'est aussi une façon de dire, ok, bah, ça, c'est pas de mon ressort, puisque je sais pas, le tournevis que j'utilise ne me fait pas retourner la vis, donc c'est pas pour moi, alors que en fait, si, quand même. Donc, donc pour résumer, effectivement, on est plus confronté à des problématiques de ce type-là. On a plus d'outils qui sont efficaces, et donc aussi un intérêt croissant parce qu'on se sent plus compétent. Je pense que voilà, il y a aussi un changement de la vision de la psychiatrie qui fait qu'on met les personnes plus au centre comme un acteur. Et donc, je pense que ça fait qu'on est plus à l'écoute aussi des besoins des personnes, et plutôt que d'imposer un modèle, on essaie de trouver aussi des réponses qui collent avec les demandes des personnes qui consultent. Nous l'avons vu, les borderline accordent à leurs relations proches un attachement tout particulier. Comment les proches peuvent alors jouer un rôle décisif, parfois discret, pour accompagner les difficultés que vivent les personnes atteintes de ce trouble? Est-ce que les proches que tu as jouent un rôle dans ta façon d'aborder ce trouble et de vivre avec? Alors oui, mes proches jouent un rôle capital. J'avais pas compris l'importance d'une stabilité autour de moi, et donc pendant des années, et notamment avec les hommes, ça a été très compliqué. Je vais pas mentir, avec les hommes, c'est toujours compliqué, mais par contre avec les amis, ça fait quelques années que ça l'est plus, puisque je m'entoure exclusivement de personnes, qui sont, plutôt bien, voire très renseignées, sur, les troubles psy, ou même qui en souffrent, également. Et en ce sens, je n'ai pas l'impression, d'être seule, ou j'ai pas peur. Cette peur de l'abandon, en fait, maintenant, elle n'existe plus avec mes amis. J'ai vraiment travaillé dessus, et je me suis entourée de personnes saines, ce qui fait que, en fait, ça va beaucoup m'aider, lors de mes périodes, qu'elles soient stables ou en crise. Selon vous, comment des proches qui ont autour d'eux des personnes borderline peuvent aider? L'importance des proches, de l'environnement, d'avoir une meilleure éducation, une meilleure compréhension, avoir des outils, des compétences afin de pouvoir faire partie de la solution avec l'être cher, avec les personnes concernées. Je dis toujours, si je regarde même moi-même au début avec ma fille, je faisais des choses avec les meilleures intentions au monde, mais qui n'étaient peut-être pas nécessairement aidantes pour ma fille. Et lorsque j'ai commencé à comprendre mieux qu'est-ce que le borderline, j'ai commencé à amener du changement dans mes actions et mes réactions afin de pouvoir me rapprocher d'elle plus facilement et de pouvoir avoir une communication plus claire, plus adéquate, afin de pouvoir s'entraider. Oui, les proches ont un rôle essentiel
pour le soutien du rétablissement de nos êtres chers, les personnes concernées. Et du coup, comment tu perçois ton rôle en tant que proche d'une personne borderline, mais au quotidien? Comment est-ce que toi, tu essaies de t'adapter à ça? Et est-ce que tu as l'impression que ça aide cette personne? Bah, savoir si ça l'aide, ça, j'en sais rien, ce serait à elle de le dire. Mais ça va être déjà de faire la différence enfin, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de santé. Donc ça, c'est aussi important de le dire, je pense. Ça va être d'essayer d'anticiper ce qui peut l'être, mais c'est très compliqué. Evelyne, en tant que personne proche, comment est-ce que tu perçois ton rôle et qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui sont proches de personnes borderline sur ce qu'un ou une proche est capable d'apporter? Déjà, je l'ai rencontré dans un cadre particulier. On s'est rencontrés pendant qu'on était hospitalisés en psychiatrie tous les deux. Donc, c'est un peu ça qui a fait notre relation aussi. On a très vite, on n'avait pas grand-chose à se cacher, donc il a très vite été à l'aise pour me dire les choses. Et je pense que c'est ça qui peut aider aussi au mieux les personnes, c'est déjà d'être patient, de ne pas lui reprocher, même quand on peut être frustré des fois par la situation, de ne pas lui reprocher ses pensées, parce qu'il faut le légitimer, lui faire comprendre qu'il a le droit d'en parler, que c'est... Et ouais, je dirais ça, surtout la patience. Et puis le fait qu'il arrive bien à m'en parler, même si ça ne me concerne pas moi, ça fait que j'arrive quand même beaucoup à être présente au maximum, à le rassurer. Et Rassurer, ça prend une place importante. oui, il a beaucoup besoin d'être rassuré. Pas forcément toujours par moi directement, mais ça peut aider aussi dans le cadre du fait qu'on est, on est en trouble, hein, du coup. Mais ça va être dans ce cadre-là surtout qu'il va être, où je vais pouvoir avoir ce rôle-là de le rassurer et puis de l'aider à parler aussi un petit peu aux personnes sur qui il peut avoir des insécurités. En fait, la plus grosse difficulté, c'est qu'il faut à la fois cadrer et à la fois ne pas rentrer dans une culpabilisation et justement de vouloir trop cadrer. Très clairement, si j'avais pas ma autre copine avec moi, c'est elle qui m'aide principalement à faire redescendre mes crises borderline, en essayant de me rassurer, en essayant de trouver le bon point de pourquoi en fait ce que je pense c'est juste n'importe quoi. Même si je le sais que c'est n'importe quoi, je sais que c'est mon état de borderline qui fait que j'ai des pensées comme ça ou autre, mais oui, le fait que j'ai un entourage qui est compréhensif, qui est neuroa, qui a des troubles psy également comme moi, ça peut que aider à bien se faire comprendre, à pas se sentir rejeté, à dire ah, je suis une grosse merde, c'est un caprice. Et en tant que personne proche, comment toi, est-ce que directement ça t'affecte? Est-ce que ça impacte ta vie personnelle d'une certaine manière? Un petit peu parce que des fois ça peut être, encore une fois c'est pas de sa faute, hein, mais ça peut être une scène au quotidien, rien qu'une soirée par exemple, et puis qui semble anodin et qui peut créer une montagne d'insécurité chez lui. Et s'il n'arrive pas à en parler, maintenant ça va un peu mieux parce que ça fait un an qu'on est ensemble et que je suis plutôt observatrice. Du coup, je sais déjà d'avance ce qui va aller, ce qui va pas aller. Et généralement, au moindre coup d'œil, je sais tout de suite ce qu'il va penser. Donc, mais au début, ça peut être un peu compliqué parce que du coup, ça demande une certaine organisation pour éviter certaines choses. Et en même temps, des fois, je pense que c'est pas forcément bien non plus d'empêcher toute confrontation ou d'insécurité, dans le sens où c'est pas possible non plus ça, ce serait surprotéger la personne et c'est pas forcément bien non plus. On peut pas non plus la brider, enfin, elle a son consentement, donc, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de main mise, on peut lui donner notre avis quand il est sollicité, mais on ne peut pas faire les choses comme nous on aimerait le faire parce que déjà on n'est pas à la place de la personne. Et en fait, c'est vraiment d'accompagner dans le sens être présent, présente si il y a quoi que ce soit, peu importe. C'est d'essayer quand on sent que ça va être un côté très
comment dire, très d'un coup, enfin, Intense. quand il y a une intensité, une idée, un comportement, une relation, une émotion, ça va être essayer de l'aider d'aider la personne à prendre du recul dessus, lui dire attends, peut-être que, etc., d'essayer de redonner de la nuance quand c'est possible. Ça va être, si la personne est médicamentée et suivie, de la motiver à aller à ses rendez-vous. Ça va être de veiller à ce qu'elle prenne bien ses traitements. Vous parliez des proches. Comment les proches peuvent aider, accompagner au mieux les personnes qui ont un trouble de la personnalité borderline? Alors déjà, c'est de comprendre ce que c'est, ce qu'est le trouble. Souvent, on pense que c'est une comédie, une mode, que les personnes surréagissent pour rien. Et en fait, il faut savoir que la dysrégulation émotionnelle fait partie prenante du trouble. Et donc déjà, le comprendre, ça permet un peu de savoir comment son proche réagit et aussi nous d'être mieux en tant que proche. Et après, comment les proches peuvent aider aussi, c'est sur la validation qui est très importante. Les personnes marginalisées et invisibilisées par la société sont, comme nous l'avons vu, particulièrement affectées par ce trouble. À titre d'exemple, nous pouvons citer les personnes LGBTQIA+, chez qui le développement de ce trouble semble particulièrement marqué. Alors, Monsieur Weiben, moi j'ai remarqué dans mes petites investigations et de par mon entourage que dans les milieux queer, LGBTQIA+, et notamment dans les milieux où il y a des personnes transgenres, le trouble borderline a l'air particulièrement présent. Est-ce qu'il y a des liens de cause à effet ou des biais qui peuvent expliquer cette prévalence du trouble chez ces populations? Alors je pense qu'il y a des biais qui vont des liens qui sont dans les deux sens en fait. Il y a probablement chez les personnes LGBT un risque plus important de subir de l'exclusion, de l'invalidation. Alors ça peut être très tôt dans l'enfance, on ne sait pas très bien, mais en tout cas à l'adolescence c'est évident. Plus de phénomènes de maltraitance, de trauma, donc ce qui peut contribuer au trouble. Du harcèlement aussi? Du harcèlement, évidemment, oui, je mettais ça dans le trauma, un trauma social en fait, même pas forcément des agressions, mais ça peut être un rejet qui est une forme de traumatisme social. Et ça, c'est un facteur de risque majeur pour le trouble de la personnalité borderline. Une possibilité d'explication. Il n'est pas exclu aussi qu'il y ait des choses qui soient bidirectionnelles, avec parfois des choses qui peuvent être, quand on a une identité qui est, où on n'a pas de modèle très précis qui s'est construit, on a besoin on a parfois besoin de trouver des repères, et ces repères, on s'accroche à ce qui peut exister, et donc ça peut être quelque chose qui peut aussi expliquer, mais les interactions sont souvent très complexes et il est difficile de dire oui, c'est la cause de ci ou ça. Je pense, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est des interactions bidirectionnelles. Et donc, il est tout à fait possible que des petites choses qui sont à peine visibles deviennent de plus en plus importantes avec des cercles vicieux qui s'alimentent. En fait. Mais donc, effectivement, ce qui est très important, c'est que on puisse pouvoir offrir des soins aux personnes LGBT, des soins adaptés, et aussi quand on prend en charge des personnes qui ont une souffrance psychique dans le registre du trouble borderline, être aussi très, très accueillant, non jugeant par rapport à ces caractéristiques, et donc ça fait partie des choses auxquelles il faut être attentif, s'intéresser aussi aux besoins des personnes qui consultent pour ce genre de problématiques, parce que ça va être souvent quelque chose qui va être aussi aidant de reconnaître, d'accompagner pour aider les personnes à trouver aussi un milieu des soutiens qui répondent à leurs besoins. Tu parlais de traumatisme, donc toi tu es une personne transgenre. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que la transidentité, le fait d'être queer, joue un rôle dans le fait de développer un trouble borderline?
Avec le trouble borderline, on arrive à se détester soi-même et le fait parfois d'avoir de la dysphorie de genre ou de pas sentir bien dans son corps, ça. Enfin, je suis pas sûr, mais je pense que moi, ça il joue dans un sens où déjà que je n'aime pas du tout mon corps en tant que personne transgenre non binaire. Et le fait que le borderline me fait me détester encore plus fort, peut-être que ça intensifie ce côté-là. Mais alors que faire? Malgré les difficultés d'accès aux soins, des voies médicales et thérapeutiques semblent possibles. Alors les thérapies sont assez nombreuses, notamment la TCD, on l'a vu, la thérapie comportementale dialectique. À quel moment est-ce que la voie médicamenteuse devient pertinente dans la gestion d'un trouble borderline? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y aura pas de médicament qui va traiter le trouble borderline en soi. On peut utiliser des médicaments dans différents contextes. On peut traiter avec un médicament quand il y a un trouble associé qui justifie le traitement par un médicament. Parce qu'on sait par exemple que certains troubles neurodéveloppementaux comme le TDAH sont fréquemment un facteur de vulnérabilité qui peut jouer dans le développement du trouble borderline. Et au moment plus tard, à l'adolescence ou à l'âge adulte, si on traite le TDAH, on va limiter un peu la charge de difficulté et ça peut être quelque chose de favorable. Parfois, le trouble de la personnalité borderline est associé à un autre trouble, comme un trouble bipolaire ou un trouble de l'humeur. Souvent, il y a une espèce d'intrication entre les deux qui fait que ça se développe et parfois le trouble, qui aurait été finalement par ailleurs une cyclothymie ou un tempérament un peu d'humeur fluctuant, pas loin de quelque chose qui serait dans la variation de la normale, devient vraiment problématique sous la forme d'un trouble bipolaire. Et donc là, le traitement pharmacologique du trouble peut aider. Et donc, dans ce cas-là, ça sera complètement indiqué. Donc ça, c'est dans la perspective des traitements des troubles associés. Parfois, ça peut être le cas pour une dépression aussi. Il y aura certaines situations où il sera nécessaire de traiter des situations et utiliser un médicament pour traverser une période de crise. Et ça, c'est une autre circonstance. Alors, le point important, c'est que dans ces périodes de crise, il faut utiliser des médicaments adéquats et pas trop longtemps. Souvent, on a l'habitude d'utiliser des médicaments qui ne sont pas forcément adéquats dans le trouble de la personnalité borderline, comme les anxiolytiques de type benzodiazépine, qui ont comme inconvénient principal d'être générer une forme d'addiction, enfin de dépendance, et aussi d'augmenter l'impulsivité, notamment chez ces personnes. Parfois, on utilise aussi des traitements, mais trop longtemps, c'est-à-dire qu'on les laisse, et comme la situation ne se règle pas complètement, on se dit, ok, je préfère les laisser plutôt que de l'arrêter, et donc du coup, on se retrouve avec une accumulation de traitements, et comme il y a des nouvelles périodes de difficulté, il y a un nouveau traitement qui se met en place, et à la fin, on arrive avec des situations de médication très très importantes, multiples, et ça devient compliqué d'arrêter, parce que dès qu'on arrête, forcément, on va avoir, je sais pas, plus d'émotions, plus d'anxiété, donc on se retrouve finalement avec des situations un peu coincées où plus personne ne peut plus rien changer au traitement, avec des ordonnances hyper chargées, des effets secondaires et des problèmes qui se surajoutent en termes d'effets secondaires, aussi de situations où il y a encore plus d'évitement des émotions, parce qu'on devient complètement phobique des émotions, et comme je prends des médicaments pour éviter d'avoir des émotions, et je les expérimente plus, j'arrive plus à progresser. Ça peut être aussi des troubles cognitifs liés à la surmédicamentation, ce qui fait aussi que si on est trop médicamenté, on n'arrive plus à apprendre, nous avons les stratégies utiles pour progresser. Alors, l'accès aux médicaments, c'est compliqué parce qu'il y a des pénuries, parce qu'il y a des médicaments qui arrêtent d'être produits. Donc, il faut sans cesse rechanger les traitements, donc faire des sevrages, réadapter les traitements, réadapter les doses, etc. Donc, c'est à chaque fois très long, ça prend plusieurs mois. Il y a les effets secondaires, autant pour le sevrage que pour les nouveaux médicaments. Donc, d'un côté, il y a l'accès aux médicaments via le suivi médical, mais c'est pas toujours évident avec ce qui se passe avec les labos. Après, pour le suivi, Maman Chérie, j'ai l'impression a quand même un très bon suivi à ce niveau-là. Le souci, ça va être que des fois, la personne va par exemple avoir, c'est surtout quand il y a par exemple des hospitalisations, quand il y a un temps d'hospitalisation et après qu'il y a la sortie, la personne qui a déjà passé beaucoup de temps à l'hôpital va avoir du mal à devoir y retourner en hôpital de jour ou pour les suivis ou pour les groupes de parole, etc. Et du coup, il va y avoir un peu une situation d'évitement. Et donc là, c'est d'essayer de trouver pareil, les moyens de il faudrait que tu y ailles, ça pourrait quand même te faire du bien, etc.
Là, ça peut être compliqué de motiver la personne à aller au groupe de parole, à aller à ses rendez-vous chez là où le psychiatre, là où le psychologue, etc. T'attendrais quoi de la société pour qu'elle gère mieux les personnes qui ont ce trouble? Une meilleure prise en charge et une meilleure compréhension. Parce que moi, c'est un trouble qui est hyper intéressant, mais c'est un trouble qui est créé à cause de traumas, principalement, qui peuplent. On parle des états de borderline, en dépression, où ça va moins bien, où on a des trucs qui concordent avec l'état de borderline. Mais c'est principalement lié, en tout cas, toutes les personnes que j'ai croisées qui ont un trouble borderline, c'est principalement lié à leur traumatisme. Donc dans tous les cas, la stratégie médicamenteuse doit s'accompagner d'une thérapie. Oui, dans une perspective de traitement, il faut une thérapie. Alors, il y a différents types de thérapies. Des thérapies qui ont... Il y a plusieurs types de thérapies qui ont montré leur efficacité. Ce qui est caractéristique, c'est qu'il faut que la thérapie prenne en compte les spécificités du trouble de la personnalité borderline. C'est-à-dire la difficulté dans la relation, la difficulté dans les émotions. Donc il faut utiliser beaucoup de validation, beaucoup d'explications sur le trouble, diminuer le sentiment d'être... que la personne qui a un trouble peut avoir, qui est par exemple le sentiment d'être un alien, d'être quelqu'un de totalement différent, d'être quelqu'un de mauvais. Et donc il va falloir expliquer beaucoup sur le fonctionnement du trouble de la personnalité borderline, parce qu'il y a beaucoup de troubles de stigmatisation, prendre en compte les difficultés relationnelles, les explosions émotionnelles qui peuvent avoir lieu, il faut les anticiper, il faut les travailler. Et comme la relation va être parfois en dents de scie, il va falloir anticiper ça et en tenir compte dans la prise en charge. Et donc toutes les thérapies qui ont montré une efficacité ont besoin d'avoir un focus précis pour répondre à ces enjeux-là. Ensuite, il y a différentes méthodes, on peut s'axer plus sur les émotions, plus sur la capacité de mentalisation, sur les schémas de fonctionnement qui ont été construits dans le temps. Mais toutes les thérapies qui ont montré leur efficacité ont quand même quelque chose de particulier. Et évidemment, comme toute thérapie, il faut un lien de confiance avec le thérapeute, et ça c'est indispensable. Et si le trouble borderline ne se résumait pas qu'à un fardeau, mais pouvait cacher également une formidable opportunité dans nos relations humaines? Chez tous les borderline que j'ai rencontrés, j'ai bien remarqué cette petite étincelle qui peut faire la différence. Dans le trouble de la personnalité borderline, on parle beaucoup de désinhibition. Et aujourd'hui, j'arrive à le gérer. Avant, c'était pas possible. Mais aujourd'hui, cette désinhibition, je l'ai transformée en force puisque socialement, ça m'aide beaucoup. J'avoue que je me fiche totalement du regard des gens et curieusement, ça a créé une certaine confiance en moi sur bien des aspects, pas tous, mais sur bien des aspects. Alors si j'entends bien ce que vous dites, le trouble borderline peut devenir aussi, quand il est encadré, un atout en termes d'empathie? Tout à fait. On regarde la personne qui a créé le traitement, la thérapie pour le borderline, la TCD. Elle-même avait le borderline. Et c'est elle qui a décidé de sortir de son état de borderline pour pouvoir créer cette thérapie. Et aujourd'hui, elle aide des millions de personnes avec le trait du borderline pour qu'ils puissent regagner une vie avec un sens, une vie qui vaut la peine d'être vécue et de contribuer à la société d'une façon inouïe et très enrichissante. Est-ce que, d'après toi, le trouble borderline crée chez toi des qualités particulières en termes de sensibilité vis-à-vis des autres ou de ton environnement? Alors, le trouble borderline, chez moi, je dirais que la qualité principale, curieusement, c'est une curieuse dualité, mais c'est que je suis très empathique. Aujourd'hui, grâce à la psychothérapie, j'ai appris à gérer mon empathie sur beaucoup d'aspects, pas tous encore, mais ce qui fait que du coup, je suis quelqu'un de très compréhensive. Oui, c'est ce que je répète aussi souvent, c'est que le trouble ne fait pas toute sa personnalité, et c'est juste, enfin, je dis ça entre guillemets, mais c'est pas juste un trouble, mais il y a pas que ça. À côté, c'est une personne incroyable qui a, qui est toujours là pour les autres, qui a vraiment énormément
capacité d'écoute et qui arrive à être là tout le temps et qui, malgré son trouble, réussit à être objectif et à savoir que c'est pas forcément vrai. Au final, comme j'ai dit au début, c'est lui qui souffre le plus de son trouble. Ben, vu que tout est très intense par moment, du coup, oui, il y a les émotions négatives qui sont très intenses, mais du coup, il y a aussi les émotions positives qui sont très intenses. Ma compagne a quand même très globalement une intensité de création. Elle a tout le temps besoin de faire 1000 projets, de la vidéo, du dessin, de la scène. Enfin, il y a toujours 1001 projets en même temps. Donc, d'un côté, ça inquiète parce qu'on se dit qu'il y a l'épuisement qui peut arriver. Et d'un autre côté, ben, du coup, c'est en termes de création, d'imagination, d'inspiration, etc. C'est assez porteur, c'est assez chouette. Il faut suivre le rythme, mais non, c'est chouette. Je pense vraiment à l'écoute et mon hypersensibilité fait que c'est ça, je pense aussi, qui fait mon âme d'artiste, qui fait que j'ai envie de créer, que j'ai des visions. Chez ma compagne, il y a beaucoup de sentiments de culpabilité. Elle va transformer ça en dynamique pour ensuite travailler auprès des associations, faire du bénévolat, faire de la prévention, voilà, ouais, un côté bénévole et militant. On a, ouais, à titre personnel, vu que je suis aussi hypersensible, il y a beaucoup d'empathie, aussi de compassion qui sont données avec les autres personnes. Je sais pas si c'est le fait que je le sois, mais du coup, avec les autres personnes, je suis moins dans le jugement aussi, parce que je me dis ça pourrait être moi, et je me dis j'aimerais pas qu'on me juge de comment je suis comme ça, alors que je connais pas la personne ou ce qu'elle a pu vivre, et je sais pas son histoire, donc j'ai pas jugé avec le drame. Je me dis peut-être que la personne elle est passée par des trucs pas ouf non plus, et qu'en fait elle a juste besoin de soutien, d'être écoutée, quoi. Que retenir de cette enquête ? Le trouble borderline n'a rien d'un cadeau. Il est dur, sournois, insolent, écorchant, isolant. Et pourtant, les thérapies possibles existent, les accompagnements aussi. Vous-même, sans toujours le savoir, vous pouvez devenir l'aide qui permet aux personnes concernées d'être soutenues. Cela change souvent tout. Et pour nous, borderline, je crois en cet espoir intense que notre singularité puisse devenir, demain, l'occasion d'une compassion profonde, de bienveillance et de compréhension. En transformant au fur et à mesure nos difficultés, nous pourrons peut-être, au final, devenir les actrices d'un monde plus beau. Avec difficulté et patience, avec douleur mais accompagnement. Et je souhaite à chacun et chacune de trouver en soi la force d'avancer, même difficilement, et de trouver une paix parfois inattendue, et pourtant possible. Je ne sais plus moi, scream in my head. On the line, scream in my head. Je suis pas toxique, je suis pas vénéneuse. Parfois en panique, et parfois heureuse. All the day, où je vais. I wake up and I take my meds. Je ne sais plus, moi, où je vais. Où je vais.